si la transmédialité c'est le sucre, eh bien les sémioticiens ce sont des réinventeurs d'eau sucrée. Donc il va y avoir pas mal de généralités dans ma présentation. Ça c'est le vice du sémioticien. Généralité veut dire aussi forcément beaucoup de simplification, beaucoup de choses fausses. Et s'il pouvait y avoir peut-être une vertu qui est l'autre face de ce vice, ben c'est l'abstraction. Donc avec la généralisation, il y a aussi de l'abstraction, et l'abstraction, elle permet quelquefois d'avoir un regard un peu distancié qui quelquefois peut intéresser, enfin peut permettre un dialogue en tout cas. Alors ma présentation va être en 3 temps. Je vais poser cette question de pourquoi la transmédialité selon 3 angles. Le premier sera un angle assez bref, terminologique, le second conceptuel, et puis il y aura ce qui va prendre le plus de temps, ce que j'appelle une approche rhétorique herméneutique. Oui, je voulais dire que aussi que dans cette excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que s'il y a quelque chose qui peut me rassurer de parler aujourd'hui avec vous, devant vous, c'est parce que j'ai rencontré Thomas Verkreuz et Evelyne Deprêtre l'année dernière dans un des colloques de l'ACFA, c'était à Rimouski. Et bon, là, la sauce avait pris, semble-t-il, puisque donc Evelyne me fait le plaisir et l'honneur de me réinviter cette année. Je la remercie pour ça. Donc je passe à mon premier point, puisque donc le sémioticien c'est ça. Donc pour initier, enfin j'ai l'habitude pour initier une enquête de la commencer par une enquête terminologique. Alors terme, ça signifie autre chose qu'un mot pour moi. C'est d'abord technique, c'est-à-dire que c'est définissable. D'autre part, c'est métalinguistique, ça a pour contenu un concept, et de ce fait, ça peut renvoyer à une théorie, et c'est volontairement choisi en vue d'un usage propre à une collectivité savante. C'est ce qui différencie donc le terme du mot, et donc lorsque je vais interroger transmédialité, c'est bien en tant que terme. Donc c'est ma première reformulation de pourquoi la transmédialité, c'est pourquoi ce terme-là, d'autres auraient pu convenir. Et évidemment, il y a tout de suite 2 volets, l'un se portant sur le radical, médialité, c'est-à-dire sur le concept de médium. La médialité, je crois que c'est le médium en tant que concept. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Ensuite, il faudra s'interroger sur ce préfixe trans tel qu'il exprime un rapport. Tout ça très vite. Donc, dans les premières lignes de l'argumentaire du colloque, on observe une substitution du terme médium au terme sémiotique. C'est-à-dire que, dans le contexte de l'argumentaire, on les tient pour équivalents. Alors, il me semble que cette substitution, elle est éloquente. Elle est symptomatique d'une mutation conceptuelle plus générale. Ça ne serait pas la première à avoir lieu. Je vous rappelle, vous le savez bien, que la première fois qu'on a essayé de désigner par un terme général la bande dessinée, comme le cinéma, on les a appelés des arts. Le cinéma comme 7e art, la bande dessinée comme 9e. Tout à coup, je me suis dit, et le 8e, alors c'est quoi? Vous savez, c'est quoi le 8e art? Non, personne n'est d'accord sur le 8e art. C'est pourquoi ça n'a pas gravé dans nos mémoires. Il y a une bataille entre les radiophonistes, les photographistes, puis quoi encore, la télévision, l'art dramatique, on va voir. Donc pour le 8e art, la place est restée vacante à cause de la concurrence. Bon. En tout cas, voilà, la bande dessinée, le cinéma, on appelait ça les arts, et puis on a appelé ça des langages. Après, ça s'est encore technicisé davantage, technicisé donc au sens, on a employé un terme savant qui est le terme de sémiotique, et puis finalement, voilà qu'arrive
ce terme de médium. Qu'apporte la substitution de médium à sémiotique? À mon avis, deux choses. D'une part, un accroissement encore davantage, donc un accroissement de la technicisation. L'objectivation réduit encore considérablement la part de la pensée. Bon, il faut vous appeler ça autrement, vous pouvez appeler ça aussi du message, des idées, de la bande dessinée, des cinémas, de la radio, etc. Donc de tout ce qui est de l'ordre de la représentation de contenu, et pour mettre au contraire l'accent sur la stabilité des formes, c'est-à-dire sur la fonction de support pour la communication. Considérer le film ou une bande dessinée comme un médium, c'est dire qu'il est susceptible d'accueillir n'importe quel contenu, sans que sa définition formelle, limitée aux aspects techniques et technologiques, soit altérée. La deuxième chose que le terme de médium, au contraire, donc en les comparant à sémiotique, langage ou art, à mon avis, sur lequel ça insiste, c'est la réintroduction de considérations sociologiques, voire anthropologiques, si on suit Régis Debray, en fonction, cette fois, alors du coup, on réintroduit la variété, mais dans les usages formels. Dès lors que donc la forme est émancipée à l'égard de tout contenu, eh bien la forme elle-même commence on regarde son histoire, ses conventions, etc. Donc toute une série de choses qui ont à voir avec la variété socio-historique. En somme, l'objectivation socio-technique des films et des bandes dessinées comme médias est réaliste. Elle participe de ce paradigme scientifique qu'elle partage, à mon avis, avec les sciences cognitives, qui est ce que Manillier appelle une mono-ontologie, c'est-à-dire ou un monisme ontologique. En sorte, les films et bandes dessinées, en tant encore une fois que médias, ne diffèrent pas des objets des sciences de la nature, puisque leur nature médiatique permet de les étudier en tant que tels, de les spécifier tels quels. On passe à Trans. Trans s'inscrit évidemment dans deux séries. Une série où il sert de thème distinctif, transmédialité, intermédialité, postmédialité, et puis une série homologatrice, transmédialité, transsexualité, transdiscursivité, etc. Évidemment, la seconde série donne des informations sur la place que pourrait occuper la transmédialité dans la première série par rapport donc à intermédialité et postmédialité. Juste une petite remarque à cet égard, c'est que au sujet de cette seconde série, c'est qu'on a conceptualisé la transtextualité à partir de la textualité, la transdiscursivité à partir de la discursivité. Que je sache, la transmédialité, en tant encore une fois que terme technique, est apparue sans qu'il y ait un vrai développement conceptuel sur la médialité. Encore une fois, c'est presque par défaut que la médialité désigne le concept de médium, ce qui me paraît quand même une différence notable. Alors, selon l'étymon latin, ça évoque un cheminement. Trans évoque un cheminement, un passage qui prend du temps, et sans obstacle apparent, à la différence du préfixe per. Donc, si je reviens en français, transport, transfert, ça suppose des grandeurs matérielles ou conceptuelles, allant d'un point A à un point B. Ça fait une différence avec le terme d'intermédialité, qui est plutôt, disons, qui est plutôt de l'ordre de la synchronie. Il n'y a pas cette idée de passage temporel, alors que pour trans, c'est bien le cas. Il y a et donc une approche diachronique, ou plus simplement historique, et généralement, c'est ça, incluse dans l'emploi de ce terme. Enfin, en tout cas, évoqué dans le terme. Bon, bien sûr, si on passe maintenant à l'étude conceptuelle, il va falloir justement enlever toutes ces distinctions, en tout cas les amuir, les amenuiser beaucoup. C'est-à-dire que, évidemment, comme le terme de médium
a été substitué à ceux de art et de langage, ben, finalement, ce sont quand même les mêmes, et que c'est toujours les mêmes personnes qui ont fait ces transferts terminologiques. Ben, évidemment, il y a toute une série de problématiques qui étaient proprement artistiques ou proprement formelles, en termes de langage sémiotique, qui reviennent tout de même dans les études transmédiales. Mais encore une fois, il me semble qu'il y a tout de même un déplacement d'intérêt qui est en train de se produire. Alors donc, c'est donc la seconde. Pourquoi la transmédialité? C'est donc cette fois pourquoi le concept de transmédialité. Voilà, à partir de quelques lectures et aussi, je veux dire, de façon assez intuitive, j'ai trouvé 3 éléments de réponse que je soumets à votre sagacité. Pour moi, la chose peut-être la plus importante qui montre donc encore une fois la prégnance de ce concept de transmédialité, c'est l'avènement du numérique dans nos pratiques sociales, et que je pense cet avènement a bouleversé nos pratiques sociales. D'une part, donc, le numérique transforme le rapport des objets culturels à leur production et à leur consommation. En effet, il accueille, comme jamais aucun autre médium avant lui n'a pu le faire, une diversité extrême de contenus, ce qui a contribué à faire de ceux-ci de pures variables, négligeables. Donc ce n'est pas uniquement terminologique et conceptuel, c'est bien aussi dans les pratiques culturelles, celles qu'apporte le numérique, que ces contenus sont devenus tout à fait, au fond, indifférents, c'est-à-dire du point de vue du numérique. Il n'y a pas de, autrement dit, pour reprendre l'expression de Philippe Marion, il n'y a pas de médiagénie particulière entre le numérique et ses contenus. Et d'autre part, ce médium-là, le numérique, détruit l'œuvre, enfin, il cherche à détruire l'œuvre, comme c'est un peu la conclusion de Buntavi Sevilay, en tout cas c'est ce que j'ai retenu, moi, et du moins en tout cas c'est contemporain de ce travail-là de délitement des œuvres, dans la mesure où celle-ci désigne précisément la corrélation, à chaque fois spécifique, entre une forme support et un contenu. Donc l'album de musique de variété, il était tenu à une durée, la durée que ce soit celle du vinyle ou du CD, et ça a contribué, cette donnée technique a contribué à former une œuvre qu'on appelle l'album de variété. Ça n'a plus de sens aujourd'hui dans le numérique, et pareil pour la durée du film, même si on connaît des films de 12 heures, etc., et des courts-métrages, mais tout de même, le système d'exploitation des films, le système des conditions de projection dans une salle de spectacle, a quand même imprimé aux œuvres cinématographiques une certaine durée. Donc on voit qu'il y a une corrélation là qui est en train, à mon avis, de se perdre, c'est-à-dire que le numérique n'apporte pas de griffes aux œuvres. Donc c'est pas de l'ordre de la substitution. Et la transmédialité est, à mon avis, le témoin intellectuel de cet effacement des œuvres et des contenus. Effacement sans heurts apparent, je ne dis pas que c'est un bouleversement tranquille, et pourtant significatif. Quand elle caractérise, en la reformulant, la question traditionnelle de l'adaptation, et traditionnelle elle l'est, puisque l'adaptation, on en parle dans les études de littérature comparée depuis le XIXe siècle, la transmédialité suppose de mettre de côté, en tout cas permet de négliger, non seulement les problèmes esthétiques propres à la création artistique, mais aussi les problèmes techniques de la reproduction artisanale, et met en évidence, au contraire, l'incidence des supports en tant que tels. Par exemple, ce que fait le numérique à la bande dessinée en général, ou ce que fait la bande dessinée à la poésie, ou encore ce que fait la photographie à la peinture. Pour reprendre une expression de Bruno Latour, la transmédialité aborde l'adaptation en fonction de l'être technique, mais c'est le mot être ici qui est le plus important, que manifeste un médium face à d'autres médiums et en relation avec eux. Donc l'être technique, c'est toujours un être pour, mais contrairement à
à la manière dont le voyaient les sémiologues, c'est, disons, classique, ce n'est pas un être pour un contenu, ce n'est pas un signe pour un contenu, c'est un être pour d'autres médiums, hein, et face à d'autres médiums. Autre raison, pourquoi le concept de transmédialité? Eh bien, à mon avis, parce que la bande dessinée est devenue patrimoniale dans les 3 grandes cultures nationales où elle s'est développée, donc Japon, États-Unis et Belgique, France. Je me demande même si on ne devrait pas plutôt dire Wallonie-France, parce que la part de la Flandre là-dedans me paraît assez congrue. Patrimonial, cela signifie que la BD a de la valeur pour au moins 3 générations de lecteurs, ce qui fait qu'elle est objet d'une transmission, qu'elle est de ce fait devenue objet d'études, y compris à l'université. Elle est objet de la culture savante, et c'est pas anodin. Et et que dans une certaine mesure, bien sûr seulement, elle est chose du passé, c'est-à-dire qu'on pourrait la lire, on pourrait refaire son histoire à partir de sa mort. Alors évidemment, ça paraît un paradoxe parce qu'on n'a jamais autant produit de bande dessinée qu'aujourd'hui, mais disons que c'est un petit peu à la manière dont Serge Lanet a pu parler de la mort a pu parler et réfléchir sur le thème de la mort du cinéma dès les années 80. Évidemment, c'est la mort d'une certaine idée du cinéma qui, après quoi, et lui-même, il y a la fin de l'homme et des choses comme ça. Donc voilà, c'est en ce sens-là que je parle de patrimonialisation de la bande dessinée. Et un patrimoine, ça n'a pas seulement de la valeur, ça demande aussi à être valorisé. Cette valorisation passe par la spectacularisation et la publicisation de la bande dessinée. Et cela comment? Justement par le moyen d'autres médias, des médias classiques, ceux qu'on a étudiés ici, cinéma, littérature, jeux vidéo, mais aussi à travers des médias de second degré, tels que le musée, l'exposition temporaire, la salle de vente, les produits dérivés. Donc cette participation de tous les médias à la valorisation patrimoniale consacre une trivialité, je reprends là un terme de d'Yves Jeanneret, une trivialité des biens culturels où la circulation des œuvres fait place en fait à leur diffusion. Et diffusion, il faut l'entendre dans les 2 sens du terme, à la fois une extension de son champ d'action, mais aussi un délitement de son intensité, une certaine atonie. Et puis donc la troisième raison que je vois au succès promis à la transmédialité aujourd'hui, c'est quant à elle inhérente à l'évolution des savoirs. Je l'ai déjà évoqué. La transmédialité témoigne de l'abandon, ou en tout cas de la volonté d'abandon, de l'approche dite formaliste, laquelle a été, il me semble, quand je lis Peters, Kunstein et d'autres, Fresno Deruel, a été très, très présente dans la bande dessinée, et jusque longtemps, peut-être plus encore que dans les études littéraires et cinématographiques. Et cela donc afin de proposer une approche alternative. Mais alors, en quoi la transmédialité permet cette approche? C'est ce que nous essayons de découvrir pendant ce colloque. Je vais pas essayer de le faire à moi tout seul. Voilà. Alors ça me conduit à ma troisième formulation par une étude rhétorique herméneutique où la question devient celle des motifs et non plus, encore une fois, si on veut considérer que c'est une alternative à l'approche formaliste elle cherche à repérer les effets et à expliquer ces effets par des causes. C'est ça une approche formelle. C'est vraiment avec un credo, une épistémologie descriptiviste. Au contraire, il me semble que l'approche transmédiale peut, elle, s'inquiéter des raisons, des motifs de ce passage d'un média à l'autre. Et je décline cette question elle-même en 3 formules. Quand l'adaptation transmédiale se pose-t-elle? Pour qui ce type d'adaptation fait-il sens? Et pourquoi adapter ce qui relève d'un médium dans un autre?
Avant d'essayer de répondre moi-même à ces questions, enfin de donner une ou deux hypothèses à ce sujet, je voudrais évoquer devant vous deux cas dont l'un ne concerne pas d'ailleurs la bande dessinée, mais qui vont indiquer, je crois, la pertinence de ces questions. Alors, ces études de cas, d'études transmédiales, il y en a un qui est très ancien, qui a déjà près de 50 ans, c'est l'étude de Marie-Claire Repars-Mulmier pour un cinéma littéraire, et l'autre est beaucoup plus récent, puisque c'est encore cette année, en mars, Denis Saint-Amand a fait à Liège une conférence sur bande dessinée et poésie. Alors, en ce qui concerne donc la première, le cinéma littéraire, bon, je vais pas résumer longuement, je vais dire en une phrase, donc ça va être extrêmement cavalier de ce qu'il y a dans cet article, vous amusez, hein, enfin bon, il paraît qu'on peut résumer la recherche comme ça, donc aussi en une phrase, donc pourquoi pas un article qui pose une question. Eh bien, ce qu'il faut que le cinéma fasse pour emprunter à la littérature, eh bien, ce qu'il lui suffit de faire, c'est de penser, figurez-vous. C'est en particulier son dispositif, à la manière des romanciers du nouveau roman. Hein, je vous rappelle la date de l'article, 1968, c'est l'époque où le nouveau roman en France est glorieux, Rob Grillet, Claude Simon, etc. Et c'est l'époque aussi d'Antonioni, de Godard, de René. Hein. C'est un programme original. C'est pour ça que je le considère comme une étude transmédiale avant la lettre, parce que ça répond complètement avec la réponse classique qui est celle de l'adaptation. Hein, c'est pas du tout, pour qu'un film soit littéraire, il ne faut pas qu'il adapte des œuvres littéraires. C'est pas du tout la question de Repars-Mulmier. Donc c'est original. Enfin, ça va dans un sens qui est peut-être le nôtre. Mais en même temps, c'est extrêmement décevant, puisque on dirait que la seule raison à laquelle Repars-Mulmier accorde la prépondérance à sa compréhension de la transmédialité, eh bien, c'est celle de la légitimité, hein, que le cinéma peut obtenir en imitant la littérature. Bon, ce qui est finalement en fait une raison qui intéresse plus les critiques, Repars-Mulmier elle-même, plutôt que les cinéastes, il me semble. Alors, mon second exemple, donc, c'est celui de Denis Saint-Amand. Je profite de l'occasion parce que donc, cette conférence, il l'a faite dans un collectif, dans un cycle de conférences d'un collectif liégeois, qui malheureusement brille par son absence ici. Je n'en suis pas un représentant, qui est le groupe Acmé, assez vif, assez dynamique dans le cadre des études de bande dessinée, qui a sorti ce livre notamment sur l'association. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le feuilleter, je ne sais pas, si vous voulez. Vous l'avez vu ? Comment ? La maison d'édition. Aux impressions nouvelles. Donc, c'est Yann Battens qui est qui en est. Ah oui, bien sûr, oui. Sur la maison d'édition de l'association, oui, ok, bien sûr. Or, donc, Denis Saint-Amand, qui est plutôt un sociologue de la littérature, spécialiste de la poésie, a vu ce rapport, il l'a décliné selon 3 modalités. La première, c'est celle qu'il a appelée, hein, je reprends ces termes, l'adaptation. Et dans ce cas, il considère qu'une approche formelle suffit pour décrire les formes que prennent cette adaptation. Hein, c'est donc toujours l'adaptation de textes poétiques particuliers, et l'adaptation peut être sérieuse, elle peut être satirique, elle peut être plus générale ou plus particulière, mais dans tous les cas, une description formelle suffit. La seconde forme que prend ce rapport, c'est celui de la figuration, et dans ce cas-là, c'est la figuration notamment de la figure du poète, hein, mais ça pourrait être aussi de personnages. Hein. Et puis, il appelle une troisième modalité qu'il appelle la production. Bon, encore une fois, je ne veux pas discuter des termes ici, je crois qu'il y aurait moyen, mais là, je vois quelque chose qui est beaucoup plus transmédial, et il décline tout de suite
le rapport productif en deux sous-modalités, un je ne sais quoi de poétique et la production essayiste et non narrative. Alors, bon, un je ne sais quoi de poétique, ça peut être par exemple un personnage romantique, mélancolique, ça pourrait suffire à se dire qu'on a une BD qui a un je ne sais quoi de poétique, et toute production qui est marginale par rapport au canon standard de la fiction populaire, elle peut être aussi considérée comme poétique. Je crois que ce constat est assez juste d'un point de vue sociologique, et en même temps, là aussi, ça me paraît relativement décevant. Décevant parce que, en ce qui concerne le je ne sais quoi de poétique, Denis Saint-Amand observe sagacement que, en fait, il aurait aussi bien pu dire un je ne sais quoi de philosophique. Et c'est pareil. Donc les deux qualificatifs permettent de désigner la même impression, poétique et philosophique. Donc on voit là que la question transmédiale, finalement, ne permet pas de saisir quelque chose. Et pour ce qui est de la production essayiste et non narrative, c'est la même chose que pour Repart sous le mier. On voit que dès que la bande dessinée essaie de penser autre chose, de sortir des canons, alors elle est qualifiée de poétique. Et donc finalement, au fond, c'est bien le critère de légitimité, en fonction d'ailleurs d'une dichotomie entre poésie et roman qui, à mon avis, ne peut pas servir à la bande dessinée, qui fonctionne ici comme argument de légitimité. Mais dans les deux cas, dans ces deux études, c'est bien la question de la raison de ce rapport qui est posée. Et c'est celle-là que je voudrais reprendre moi-même, donc en évitant la seule réponse de la légitimité. Oui, alors, pour le faire, je vais essayer d'aborder cette problématique en reprenant la distinction qui me paraît très, très utile, très efficace, proposée dans l'argumentaire, à savoir donc 3 modes d'adaptation, et dont la transmédialité n'en serait qu'une. Donc, tout ce qui est tout ce qui ne concerne qu'un seul médium, donc les adaptations à l'intérieur d'un seul médium, évidemment, ne peuvent pas être qualifiées d'adaptation transmédiale. Mais pourvu, je dis bien ça, pourvu qu'on ne s'inquiète que de la question du pourquoi et non pas de celle du comment, alors il me semble que toutes les figures, tous les cas d'adaptation qui sont valables aussi bien pour à l'intérieur d'un seul médium, ou qui seraient valables aussi entre différents médiums, ne peuvent pas répondre à la question du pourquoi. Donc les adaptations d'histoire, les adaptations de personnages, les adaptations de décors, donc de décors historiques par exemple, tout cela, à mon avis, ne permet pas de répondre à la question pourquoi la transmédialité, puisqu'on peut le faire au sein même de la bande dessinée ou au sein même du cinéma. Il faut donc essayer de trouver des cas où qui est quelque chose qui soit spécifique à la transmédialité pour pouvoir répondre à ces questions du pourquoi. Eh bien, il me semble qu'il y a au moins 2 pistes pour 2 cas qui s'annoncent, 2 cas typiquement transmédiaux. La première, c'est l'adaptation des genres, justement. Alors, je sais qu'il y a moyen de faire une adaptation d'un genre à un autre, vers un autre, au sein d'un même médium, mais le cas me paraît quand même très différent de celui de l'adaptation transmédiale, pour cette raison simple que lorsqu'on fait une adaptation d'un genre à un autre au sein d'un même médium, c'est précisément pour les distinguer. C'est pour voir qu'un genre a évolué de telle manière qu'on en considère maintenant qu'on a 2 genres distincts. Alors qu'au contraire, en ce qui concerne l'adaptation transmédiale d'un genre, ce qu'on essaie de voir, c'est plutôt une filiation qui pourrait assimiler un genre à un autre, et Philippe
nous a montré un très bel exemple hier, puisque ce qui faisait adaptation transmédiale, c'était le fait qu'on puisse reconnaître, malgré sans doute des changements, le genre documentaire depuis la presse vers la bande dessinée. Donc c'est bien un cas spécifique de l'adaptation transmédiale. Alors, il faut dire que j'ai sur le genre, parce qu'il faut se demander, oui, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un genre? Et là, j'ai des idées assez arrêtées, qui vont sûrement vous fâcher, mais qu'il faut bien que je vous donne un petit peu, que je vous livre un peu. Un genre, c'est pas du tout une collection, pour qu'au moins que vous suiviez mon truc, hein, mon argument. Un genre, c'est pas une collection d'œuvres, ni même ce qui permettrait de rassembler des œuvres selon des caractéristiques formelles, justement. Donc, pour moi, le genre n'a rien à voir avec une approche formelle des œuvres. Et même si on y inclut la part énonciative, hein, c'est-à-dire contextuelle, si vous préférez, un genre doit être défini par la finalité qu'il adresse aux œuvres. Aussi, n'y a-t-il, à mon avis, rien de savant à son usage. Hein, ce n'est pas du tout réservé à l'usage savant. Donc ça n'aide pas du tout à la compréhension des œuvres, hein, et encore moins à l'explication. Mais ce que produit le genre, c'est un acte d'appropriation, dans le double sens que comporte ce mot, de rendre propre ce qui est étranger, on tire vers un ensemble, hein, et en même temps de rendre conforme à un usage déterminé. Autrement dit, un genre permet de reconnaître une œuvre pour une appropriation susceptible de produire, auprès de celui qui la reçoit, tel effet déterminé et attendu. Alors je pense que l'adaptation transmédiale vise le genre selon ce type d'herméneutique-là, appropriante et appropriée. Et c'est reconnaître qu'il y a aussi, pour la question qui nous intéresse ici, deux formes que prend l'acte d'appropriation. Une forme strictement passive, où s'approprier l'œuvre, ça signifie, à travers son genre, ça signifie la recevoir selon l'usage désiré, et évidemment, le plaisir est un des facteurs clés de cette appropriation. Hein, il faut pas, c'est là aussi où je dis, ça n'a rien de savant. Et puis, il y a quand même une autre forme d'appropriation qui est, elle, passive et active, tout à la fois, dès lors que l'usage de l'œuvre conduit à la production d'une autre œuvre. C'est bien ce second cas, hein, de celui de l'appropriation passive-active, qui convient à l'adaptation transmédiale, où le genre suppose un cheminement et finalement un passage de l'œuvre ou des œuvres qu'on s'est appropriées à celle que l'on produit et qui, elle aussi, à sa manière, est appropriée, hein, elle est conforme autant qu'il se peut à l'usage que l'on avait de la première ou des premières. Et de ce fait, on a la réponse à la seconde question, qui était relative au motif de la transmédialité. C'est pour un récepteur producteur qui s'est approprié une œuvre ou des œuvres à travers le genre qu'il le reconnaît que l'adaptation transmédiale fait sens. Trois très brefs exemples. Non, je vais passer parce que je vois que le temps passe. Donc mes exemples, mais c'était tellement bête, c'était Superman qui est un exemple, Superman 3 c'est un exemple raté, et Beowulf c'est peut-être un contre-exemple puisque il n'y a pas de filiation assimilatrice. C'était le Beowulf, le poème épique du 6e, enfin je ne sais même plus de quel siècle, 10e siècle je crois, anglais, n'est évidemment pas le genre de cette fantasy américaine. Mais néanmoins, c'est bien encore... Enfin, peu importe. Je laisse tomber ça parce que c'est pas... En fait, je voudrais maintenant aborder... Oui. Je voudrais apporter donc un autre moyen de répondre à la question donc d'un cas spécifique d'adaptation transmédiale qui ne passe pas par la question des genres. Eh bien, c'est lorsque ce qui est adapté, c'est le médium lui-même. Bien, évidemment, médium, j'ai pointé dans l'étude terminologique l'ambiguïté qui tourne autour de ce terme. Hein. Ça désigne à la fois
quelque chose qui serait équivalent à langage, sinon à art, et tantôt c'est restreint au support technique dans lequel se manifestent les œuvres de ce langage ou de cet art. Toutefois, je crois qu'on peut admettre cette ambiguïté. Hein. C'est pas parce qu'on peut essayer de faire un concept justement qui lisse là, en disant que le médium, c'est toute forme d'expression sémiotique ou artistique, mais en mettant l'accent sur les contraintes et les déterminations propres à son support. Même comme cela, pourtant, l'hypothèse d'une adaptation d'un médium par un autre médium n'est pas tout à fait sensée. Hein. Un médium ne peut pas adapter un autre médium tout en s'en démarquant. Ou alors c'est plutôt lui qui s'adapte, hein, qui en est une sorte d'avatar. Pensez au téléphone qui, à partir duquel vous pouvez maintenant peut-être, donc les smartphones, hein, à partir duquel vous pouvez être sur Skype. Bon, c'est devenu intelligent, c'est devenu comme un ordinateur, hein, donc il y a une adaptation d'un médium à un autre, mais tout simplement parce que lui-même est devenu un ordinateur. Hein, donc là, c'est le médium cible qui s'est adapté. De même, il me semble que personne n'a jamais tenu l'hypothèse que la télévision aurait adapté le cinéma. C'est plutôt elle, la télévision, qui est devenue un avatar de la spectacularisation et de la publicisation des films. Et j'en veux pour preuve, en tout cas pour indice, que lorsqu'elle a fini par produire des films qui lui sont spécifiquement adaptés à son support, à savoir les téléfilms, eh bien ceux-ci n'ont pas remplacé les films de cinéma, même en son sein, mais se sont ajoutés à eux en tant que genre de film propre à la télévision. Donc il y a eu un glissement vers la modélisation générique. En fait, l'adaptation d'un médium par un autre, en tout cas celle que j'ai en tête, commence par abolir la pratique que l'on a de ce médium et la fait éclater en une série nombreuse et indéfinie de formes localisées, identifiées et rendues typiques de ce médium. C'est un peu les effets BD qu'avait recensé David Summer hier matin. Hein. L'adaptation médiatique consiste alors à proposer une sorte de synthèse fragmentaire de ces signes désarticulés d'un médium source. J'ai avancé le terme dans un article qui est paru, le concept de thème, tel qu'il pourrait permettre de définir cette opération de synthèse fragmentaire, rassemblant à l'horizon d'une unité jamais complètement retrouvée, une variété toujours plus large et composite d'éléments. Et je m'en référais par exemple au travail que Roland Barthes a fait dans les cours au Collège de France sur le neutre, sur le vivre ensemble, qui sont des études thématiques où on parle absolument de tout et de n'importe quoi. Mais avec cette idée donc d'une synthèse, mais toujours fragmentaire. Adapter un médium dans un autre, c'est en faire un thème dont l'on peut saisir fragmentairement et synthétiquement tout à la fois, c'est-à-dire en somme de manière assez subjective, quoique objectivable, les formes comme autant de variations exprimant une même spécificité médiatique. Comme il me reste un quart d'heure, je voulais revenir sur le cas de la bande dessinée poétique pour bien voir qu'au fond c'est ça, hein, que s'il y a moyen de parler de bande dessinée poétique, eh bien c'est bien dans ce sens-là, de prendre la poésie comme un thème dont on pourrait voir des éléments. Et donc ce que je rajoute simplement et c'est tout simple, sauf que lui il ne l'a pas fait, à l'hypothèse de Denis Saint-Amand, c'est que pour qu'une bande dessinée soit poétique, il ne faut pas qu'elle ait juste un je ne sais quoi, il faut qu'elle ait beaucoup de je ne sais quoi. Hein, beaucoup d'indices, c'est ça qui fait qu'on a le sentiment de poésie. Je ne reviens pas non plus sur le cas du cinéma littéraire, même si j'aurais voulu là, enfin donc ça aurait été dans la continuité de ce que nous ont dit David et Philippe, c'est-à-dire mettre l'accent sur la question de la réflexivité. Il me semble que effectivement dans les cas de transmédialité, cette synthèse fragmentaire, elle est bien une opération de réflexivité, mais une réflexivité qui a cette particularité de ne pas dénoncer
hein, de ne pas casser justement la fiction, hein, ou l'illusion fictionnelle, référentielle, mais d'être une réflexivité portant sur le signifié de telle manière qu'elle le requalifie, comme je vais le dire. Mais non, enfin, comme j'aurais pu le dire. Enfin, donc, mais vous allez le voir sur un exemple, sur le troisième exemple que je vais donner. Mais donc, c'est ça. Donc, en tout cas, ça serait ma troisième hypothèse. En tout cas, ça répond à la troisième question que j'ai posée. Pourquoi adapter ce qui relève d'un médium dans un autre? Eh bien, pour requalifier le signifié des œuvres du médium cible. Et je voudrais maintenant passer les 5 minutes qui me restent pour essayer de vous en donner l'un ou l'autre exemple. Le premier, c'est à partir de Pierrot le Fou, d'extrait de Pierrot le Fou. Alors, je crois que j'avais... Voilà, c'est là. C'est très bref, hein, vous allez voir. Je vous montre d'abord les scènes et puis j'essaie de vous en dire une chose ou l'autre. Fous les valises en l'air pendant que je fais la manœuvre, a-t-il dit. Là, il a dit « Eh oh, mes pieds nickelés ». Je suis obligé parce que le son n'est pas bon. Et alors, 1 minute plus tard... Elle a dit qu'elle nous avait vus tout nus. Non, on observe d'abord dans le paysage, les arbres, les visages de femmes, les autos. Tu sais qu'on va être tellement emmerdés. Enfin, on peut même pas aller jusqu'au lycée. Il y a qu'à s'arrêter n'importe où. Il y aura qu'à s'arrêter n'importe où. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Bon. Non, il faut d'abord Donc que vous... l'on Ah oui, non, je dois couper d'abord, comme ça. Voilà. Bon, donc vous avez vu dans le premier extrait, hein, il dit bon, je vais faire une manœuvre. Et ce qu'on entend, hein, la musique d'accompagnement, c'est une musique effectivement un peu Mickey comme ça, hein, ou pied nickelé justement, enfin une petite gigue, et qui fait elle-même une manœuvre, c'est-à-dire qui passe d'abord à l'endroit et puis qui passe à l'envers et puis qui repasse à l'endroit. Hein. Et dans le deuxième extrait, ce que je voulais pointer du doigt, c'est cette reprise. Donc il y a une coupe franche, et puis donc la caméra se repositionne dans le dos des acteurs, et Ferdinand, hein, donc le personnage là, reprend la réplique. Il la reprend d'ailleurs, il la reprend, mais donc il la reformule un tout petit peu, puisque dans la première fois, il avait dit « ben, il n'y a qu'à s'arrêter n'importe où », et la deuxième fois, il dit « il y aura qu'à s'arrêter n'importe où hein. ». Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a de bande dessinée, de BDique là-dedans, vous allez me dire, hein, parce qu'on n'a pas vu de phylactère, on n'a pas vu... Bon. Eh bien, je dirais, qu'est-ce qu'il y a de profondément BDique là-dedans? Vous voyez, je vais loin dans mon hypothèse. Eh bien, ce qui est, à mon avis, BDique, c'est la brisure de la continuité narrative et sa recomposition immédiate. Alors là, vous voyez, je vais faire des hypothèses fortes qui vont peut-être pas vous plaire, mais enfin, je vous les donne quand même. Le médium bédéique introduit dans le film une temporalité différente de celle suggérée par la continuité linéaire de la projection cinématographique. Une temporalité à échelle variable. Prenez par exemple, là, j'ai pas trouvé d'exemple parce qu'ils sont trop simples, mais prenez 2 cadrages. L'un sur un paysage, avec une maison isolée peut-être au fond du paysage, et puis une autre sur le seuil de cette maison où il y a une personne qui est en train de ramasser le courrier ou le lait ou je ne sais quoi. Si ces 2 cadres forment 2 plans de cinéma, vous allez construire une continuité temporelle entre ces 2 plans.
hein. Il va considérer tout de même que le plan du paysage se passe avant ce que vous voyez dans la maison. Au contraire, alors j'avais quand même un exemple, mais vous voyez, c'est pas tout à fait le même, mais peut-être vous pouvez à partir de là imaginer votre... Si vous avez la même chose en bande dessinée, si donc ce sont deux cases juxtaposées, vous n'allez pas considérer qu'il y a une continuité temporelle, vous allez plutôt considérer qu'il y a des différences de temporalité. La temporalité du paysage, elle est saisonnière, c'est-à-dire elle est très alentie, hein, presque, c'est une temporalité d'état. Au contraire, si vous avez un personnage comme dans celui-ci qui fait un mouvement, enfin, dont le bras n'est pas le long du corps, eh bien, c'est une temporalité, au contraire, beaucoup plus ponctuelle. Donc, voilà, c'était ça mon idée, c'est que le cinéma, c'est un art de l'ellipse, alors que la bande dessinée serait plutôt un art des vitesses, des ralentissements et des accélérations, des reprises et des temps morts. Hein, c'est en tout cas la transmodalité que je vois opérer dans les deux courtes séquences de Pierrot le Fou. Et c'est bien la comparaison des médias, et non pas des œuvres, puisqu'il n'y a pas d'œuvres, des médias cinématographiques et bédéiques qui s'y manifestent. On subit le temps de la projection du film, alors que celui de la lecture d'une bande dessinée est cadencé par la diagrammatisation du multicadre et la tourne de la double planche, comme ça a été dit aussi. Alors je vais vous montrer quelques extraits de Hulk, dont David a déjà, que David a déjà mentionné, j'en suis ravi, comme un beau film pour nos études. Je crois que c'est vrai. Je vous montre, c'est vraiment des extraits très brefs, vous allez voir. Le premier, regardez bien, hein, à partir d'ici. Ça va, vous avez vu? Alors ensuite, je vais en passer un, je crois. Voilà, ça. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir? Peut-être pas. Donc c'est le fait qu'il y ait un raccord avec ouverture de porte. C'est ça qui m'intéressait. Donc il y a un raccord diégétique, un raccord de plan. Bon, ça c'est la chose banale qui se trouve tout le temps dans le film, qu'a montré aussi David. Donc le fait qu'on se déplace dans la planche, mais alors aussi cette chose que je trouvais très bien faite, où on a un raccord de plan avec un raccord diégétique sur une ouverture de porte, que je trouvais très bien. Balayage latéral, rouch, ouverture de porte. Et puis une dernière chose, peut-être, plus... Voilà, ça c'est... Voilà. C'est un petit peu... Non, avant. C'est presque la même chose que ce que David a montré, mais avec un petit effet en plus. C'est dans 20 minutes, 20 secondes. Vous avez vu ça?
Voilà. Je m'arrête là. Donc, ce sont donc, vous avez vu, il y a à chaque fois, c'est des histoires de raccords. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est lorsque les raccords de cadre fonctionnent ou de plan sont en lien avec la diégèse et produisent aussi des mouvements, enfin, ou justement des regards diégétiques, comme dans la diégèse, comme il me semble que dans la conférence de Bernard, il y avait ça aussi. On voyait bien que le travail de diagrammatisation du regard sur le multicadre permettait aussi des compréhensions diégétiques au sein de la diégèse. Donc voilà. Donc ça me paraît être propre, quelque chose qui relève du bédéique. Et en quoi est-ce que, donc, c'est pour revenir à cette hypothèse de la requalification de la fiction, hein, en quoi est-ce que la fiction est requalifiée, hein, par rapport à quelque chose, pas justement, par rapport aux autres adaptations de Marvel oui. Je crois que les réponses les plus simples sont finalement les plus satisfaisantes, en tout cas les plus sûres. Il me semble que c'est le caractère ludique, amusant, qui est mis qui est rejoué dans cette transmédialité. Et c'est important. Ça me paraît absolument essentiel même de ne pas mettre ça de côté lorsqu'on travaille sur si on cherche les motivations d'une transmédialité. Danae, parce que Danae décidément est quelqu'un qui m'inspire pour le moment, a beaucoup insisté sur la part d'enfance qui est propre, non pas au cinéma en général, mais à son idée de cinéma, hein, et donc il citait La Nuit du Chasseur, etc. Je pense que là aussi, c'est vrai aussi pour la bande dessinée, et c'est vrai lorsque les films adaptent des choses de la bande dessinée, c'est pour une des raisons, peut-être une raison importante, enfin moi en tant que spectateur c'est bien ce qui me plaît, c'est que ça réactive en moi la part d'enfance que d'autres films n'ont pas. Et bien évidemment, dans ce cas-là, c'est toujours une certaine idée du médium qui est adaptée, hein, une certaine idée du médium BD qui est adaptée et qui donne à forger une certaine idée du médium cinématographique, c'est-à-dire que c'est bien des questions esthétiques et au-delà de l'esthétique, de l'appropriation de ce que, encore une fois, du désir et du plaisir qu'on a à produire quelque chose dans ce médium-là, plutôt que dans un autre qui intervient dans nos questions, les questions qui nous intéressent. Bon, voilà, 10 heures, j'étais un petit peu long, mais merci.